Je me présente, donc je m'appelle Denis Daven, je suis donc président d'abord de Alma Consulting, qui est un bureau d'études en restauration qui se situe à Montreuil, en région parisienne. Et je suis aussi donc le président du FCSI France, donc qui est la branche française d'une association internationale qui s'appelle le FCSI, qui veut dire Food Service Consultant International, Food Service Consultant Society International, j'oublie toujours un mot, qui est un bureau d'études. Alors aujourd'hui, on va vous présenter à la fois l'association FCSI, qu'est-ce que c'est, mais aussi qu'est-ce que c'est que le métier de consultant en restauration, parce qu'effectivement, on peut mettre pas mal de choses là derrière, mais forcément, on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est les débouchés de ce terme de consultant ou de l'ingénierie de restauration, par exemple. Et puis, on parlera un petit peu d'Alma pour vous dire ce que nous, on fait précisément à Montreuil. Voilà. Je suis donc accompagné de Charlotte qui va se présenter. On va essayer de pas toucher au micro trop. Alors, enchantée. Donc moi, je suis Charlotte Collat. Je travaille depuis ma sortie des études chez Alma Consulting. Donc, comme évoqué par Monsieur Pichon, j'ai effectué une licence pro RCI, un master 1, master 2 MIRC. Donc, à l'époque, c'était Management et Ingénierie de Restauration Collective. Donc, pendant toute cette formation, j'ai effectué des stages. Donc, un stage de Master 1 chez Alma Consulting. Il faut dire que ça a marché. J'ai été recrutée après. Voilà. Donc, ça fait 7 ans que je travaille dans la partie conseil en restauration collective. Donc, on sait aujourd'hui que ça ne vous parle pas à tous. C'est un petit peu le but de cette présentation. Présenter les métiers et les différentes opportunités que vous auriez à rencontrer si vous spécialisez dans ce domaine. Voilà. Donc notre présentation, en fait, enfin, le but là, je crois qu'on est 2 heures ensemble, donc là, on va vous faire une petite présentation de tout ça. Après, bien sûr, on va échanger ensemble. Hein, donc là, je sais pas, on n'a pas mesuré le temps que va prendre cette présentation, mais bien sûr, après, on pourra échanger sur ce qu'on vous présente là. Donc trois thèmes là. Donc le FCSI, qu'est-ce que c'est? Un consultant, qu'est-ce que c'est? Mais Alma Consulting, on n'a pas mis qu'est-ce que c'est, mais c'est la même chose en fait. Hein. Donc FCSI, alors effectivement FCSI, alors tout le monde dit FCSI parce que c'est un mot anglais, hein, donc FCSI c'est une association qui existe depuis relativement longtemps. En fait, c'est les Américains qui ont créé cette association. Ils l'ont créée en 79 officiellement, le FCSI apparaît en 79, mais c'est une résurgence entre guillemets de 2 associations qui existaient depuis les années 50, toujours aux États-Unis, de personnes qui effectivement travaillaient dans le consulting en restauration-hôtellerie et qui ont décidé de se mettre ensemble pour avoir une espèce de faire créer un réseau de spécialistes. Et donc cette association en fait a créé en 79, ensuite fait des petits, et en fait aujourd'hui c'est une association internationale, c'est-à-dire qu'effectivement elle regroupe le monde entier, donc c'est 1700 membres quand même, c'est pas rien, 46 pays, et donc c'est 3 unités représentées dans le FCSI, donc une unité Amérique, qui s'appelle The Americas, une unité européenne, qu'on appelle EAME, enfin on appelle IMI dans la version réduite, c'est Europe, Afrique, Moyen-Orient, donc c'est plutôt large, enfin c'est plutôt par fuseau horaire réellement, et puis donc une partie qui est Asie-Australie, en fait, qu'on appelle APD. Voilà. On a effectivement les valeurs du FCSI, c'est effectivement d'abord de promouvoir le métier de consultant. Effectivement, tous les membres sont des membres consultants. Alors, effectivement, il y a des consultants en hôtellerie, des consultants en restauration. On a ce qu'on appelle des kitchen designers, mais effectivement, dont le mot français est toujours un peu compliqué, que nous, en France, on appelle parfois resto-concepteur, parfois juste ingénieur de restauration, enfin ingénierie de restauration. Donc effectivement, on est quand même dans ce milieu-là, et c'est l'idée d'échanger, de partager sur ce qui se passe dans le métier, de transmettre aussi. Donc effectivement, la formation des jeunes est très importante, et donc c'est montrer ce qu'il y a de mieux dans l'hôtellerie-restauration, dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. Et alors, de manière très très large, c'est effectivement, ça va
de la restauration collective, ce qu'on a beaucoup en France, mais qu'on n'a pas forcément ailleurs. Ailleurs dans le monde, il y a beaucoup d'endroits où la restauration collective n'existe quasiment pas, ou ça dépend pour qui, mais voilà, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas vraiment de restauration collective. Mais on a aussi toute la restauration dite commerciale, la restauration d'hôtellerie. Par exemple, les Anglais, les Allemands sont très très présents en tant que consultants dans la restauration hôtelière, plutôt haut de gamme d'ailleurs. Et puis voilà, on trouve des gens un peu partout qui travaillent là-dessus et qui font aussi des concepts de restauration, qui font du consultant en management, des gens qui font de la formation. Enfin, on trouve plein de choses comme ça. Et l'association, en fait, elle fait des activités diverses qui sont plutôt des activités de promotion du métier. Et donc, on retrouve ça effectivement dans le monde entier, des rencontres, des conférences, des articles de journaux. Il y a des groupes de travail sur des thématiques particulières. Il y a maintenant des webinaires. Bon, ça n'existait pas dans les années 50, mais maintenant oui. On partage sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font pour faire parler de ce métier et montrer que c'est un métier qui existe. Parce que c'est difficile de montrer qu'on existe. En fait. Ça, c'est la vraie difficulté de ce métier de consultant en restauration ou en hôtellerie, c'est qu'on a du mal à montrer qu'on existe, en fait. Alors, pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Enfin, si, je sais un peu expliquer pourquoi. Ce métier-là, en fait, réellement, il n'existe pas depuis si longtemps que ça. Effectivement, on parlait des années 50 ou plutôt dans les années 80 en France, en fait. Hein. Avant, il y avait personne qui faisait vraiment de consulting sur ces métiers-là. C'était globalement plutôt les architectes qui s'occupaient de la partie hôtelière, et puis c'était les gens qui fabriquaient des matériels ou ceux qui installaient des matériels de cuisine qui faisaient la partie restauration, comme c'est encore le cas aujourd'hui un petit peu, enfin encore pas mal en restauration commerciale. Donc c'est vrai que montrer ce métier, enfin faire ressortir ce métier et montrer qu'il existe, c'est plutôt bien. Et après être attaché à une association internationale, c'est encore mieux parce qu'effectivement on a des échanges réguliers, enfin nous surtout avec l'Europe, hein, mais effectivement rencontrer un consultant allemand ou anglais ou italien ou suisse, c'est intéressant de voir comment eux travaillent, qu'est-ce qu'ils font et comment ils évoluent dans leur métier et comment ils avancent. Voilà. Le FCSI, c'est aussi un journal qui s'appelle donc le Food Service Consultant. Alors aujourd'hui, c'est un journal qui est distribué essentiellement aux adhérents du FCSI et puis à des gens qui sont abonnés à ce journal. Qui est accessible en ligne gratuitement. Voilà. Enfin, si vous êtes curieux. Voilà. Donc accessible en ligne sur le site du FCSI Monde. Donc le site du FCSI Monde, c'est facile, c'est fcsi.org. Faut pas faire plus simple. Donc FCSI en français, fcsi.org pour ceux qui parlent pas bien anglais. Donc cette revue effectivement qui est trimestrielle, donc il y en a 4 par an et il y a 3 éditions, une édition américaine, une édition européenne, une édition asiatique, avec des articles qui sont récurrents dans les 3, mais avec des articles spécifiques en fonction de ce qui se passe dans les unités en fait. Voilà. Et c'est vraiment un journal voilà, où il y a du fond qui est très bonne qualité. Voilà, je vous invite à regarder. C'est en anglais, mais c'est très intéressant. Le FCSI, c'est aussi effectivement une fondation qui est une fondation pour l'éducation en fait qui a été créée. Donc logiquement, n'importe quel étudiant dans le monde qui fait une demande d'assistance pour être éventuellement un peu aidé par le FCSI pour voyager et aller dans des bureaux d'études ou aller travailler peut-être dans des chaînes hôtelières ou travailler enfin, là, un peu partout, peut se faire aider par cette fondation. Là, on trouve aussi sur le site internet un lien qui permet de comprendre comment fonctionne la fondation FCSI pour l'éducation. Voilà. On a un petit film qui montre ce que c'est que le FCSI international. J'espère que ça marche. On va dire oui. Quality food service starts with the best ingredients, passion, hard work, the right specialist, and a solid plan. But a plan is not enough. What about your policy, your mission, or creating a vision? Who is capable of helping you with the best hospitality decisions? A specialist. But a specialist on its own can't know everything, can't be everywhere, can't know all specs, can't have all the time, can't give you all the support you need, can't be all over the world, can't guarantee the best quality, and can't make the best decisions. But our FCSI consultants, together with our network, our knowledge, our connections and our system, they know everything. Our management and design consultants are everywhere. They know all the specs and all the newest innovations. They have all the time. They can give you the support you need. Together,
They have all the experiences they need to help you make the best decisions. Together, we know the industry. Together, we can be all over the world and give strong independent advice to fulfill your solid plan and secure your future. FCSI is about products, projects, but most of all, about people. Together, we share, we support, we inspire. FCSI. Dans ce petit film, ça montre qu'effectivement, être consultant, c'est être toujours à la page. Réellement, c'est ça, en fait. Le but d'un consultant, c'est d'être toujours un peu à l'avance et pouvoir aider un client. En fait. Moi, j'aime bien la phrase qui dit, quand on va voir un client, c'est de dire, aujourd'hui, vous faites bien, mais grâce à nous, grâce aux consultants, vous pouvez faire mieux. Et en fait, c'est vraiment ça l'essence même du consultant, c'est d'aider les gens à faire mieux que ce qu'ils faisaient. Voilà. Ou à trouver des idées, ou à trouver, enfin voilà, c'est les aider sur plein de sujets. Il faut savoir quand même que la plupart du temps, nos clients sont des gens qui soit n'y connaissent rien, ça arrive, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, c'est des gens qui ont de l'argent mais qui font pas ce métier-là, donc qui ont besoin d'aide, ou alors c'est des gens qui sont, on appelle des exploitants, donc c'est des gens qui eux travaillent dans le métier, donc je sais pas, ça peut être un chef de cuisine, ça peut être quelqu'un qui un directeur de restaurant, qui eux on est dans le guidon et qui ont toujours besoin effectivement d'avoir une assistance extérieure, de se faire aider sur la réflexion. Eux n'ont pas le temps, très clairement, ils n'ont pas le temps de se poser pour ça, et donc, alors que nous, alors ils vont nous payer pour le faire, bien sûr, tant qu'à faire, mais nous, on a le temps de réfléchir, on a le temps d'aller voir ailleurs ce qui se passe, donc effectivement, de se rendre compte de comment évolue la restauration commerciale, restauration collective, connaître la législation sur plein de choses, etc. Et donc d'aller, comme ça, de s'imprégner de ce qui se passe ailleurs, et puis d'avoir le temps de réfléchir et de proposer des choses avec des variables, des variantes, etc. Donc ça, c'est l'essentiel vraiment du métier de consultant, c'est ça, c'est effectivement de réfléchir pour quelqu'un d'autre. Voilà. Tu rajoutes ce que tu veux, Charlotte, quand tu veux. Voilà. Très bien. Le FCSI, donc, c'est aussi un groupement européen, donc ce que j'avais dit tout à l'heure, qui s'appelle IMI, et donc voilà, aujourd'hui en Europe, il y a des unités indépendantes. C'est aux États-Unis, enfin dans les Amériques et dans l'Asie, c'est rattaché à une grande unité américaine ou asiatique. En Europe, il y a l'unité européenne qui regroupe des sous-unités, et il y a des sous-unités qui sont indépendantes, qui sont souvent d'associations, comme on a chez nous, parce que déjà en Europe, chaque pays a un peu ses particularités sur la restauration, voire sur l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, il y a 7 unités, donc effectivement les Allemands avec l'Autriche, l'Italie, la Suisse, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni avec l'Irlande, les pays nordiques, et puis rattachés à l'Europe, il y a tout le reste. Donc effectivement, il y a des gens d'Afrique, donc on a des gens d'Afrique du Sud ou des gens du Maghreb, et puis on a beaucoup de gens du Moyen-Orient, donc effectivement libanais, voilà, où on a des gens de la Turquie, et puis des gens des pays de l'Est, on a des Polonais, des Tchèques, etc., qui eux n'ont pas d'unité parce qu'ils sont pas assez nombreux, et qui sont il y a les Belges aussi d'ailleurs, par exemple, les Belges ils sont rattachés, il y en a quelques-uns qui sont avec la France, et puis d'autres qui sont rattachés directement à l'Europe. Donc voilà, ça c'est un peu un fonctionnement différent, et donc il y a une unité France, dont je suis le président. Et l'unité France, en fait, aujourd'hui, il y a 71 adhérents. Alors, c'est vrai que le FCSI a cette particularité, c'est que c'est une association de consultants, mais qui travaille avec des partenaires, et les partenaires, ce sont des fabricants de matériel. En fait. C'est-à-dire que les fabricants de matériel, ils ont un intérêt à parler avec nous, et effectivement, pour parler avec nous, à travers l'association, en fait, ils apprennent beaucoup plus que s'ils font le tour des popotes et qu'ils vont voir chaque bureau d'études indépendamment. Donc effectivement, là aujourd'hui, on a 37 adhérents, fabricants au FCSI France. C'est des marques en général de matériel connu. Là, vous avez par exemple en ce moment, je sais pas, des gens comme Comenda, des gens comme Ovar, des gens comme Rosinox, des fabricants de frigos, de machines à laver, de machines à glaçons, des gens qui font de la ventilation. Enfin, il y a un peu de tout. Et puis on a 22 professionnels et associés. Les professionnels et associés, donc ce sont des consultants ou des gens qui font de l'ingénierie de restauration. Les associés, ce sont des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont moins d'expérience que les professionnels. Et puis on a aussi des éméritus, donc c'est des gens qui étaient à l'association et qui sont partis en retraite et qui restent actifs dans l'association, et donc sur lequel des fois on s'appuie sur effectivement pour l'expérience. Voilà. Donc on a aussi un site internet français qui s'appelle fcsifrance.eu,
Hein, on a fait un truc européen, donc c'est .eu. Que dire d'autre sur le FCSI France? Donc c'est une association qui se réunit 2-3 fois par an pour faire on fait des conférences. En général, on est invité par un fabricant qui nous dit venez visiter mon usine. En même temps, on en profite pour faire des petites conférences. Donc on invite des gens de tout milieu et qui parlent de choses sur la restauration. La dernière qu'on a faite, c'était à Bayonne. À Bayonne, on a parlé de l'arrêt du plastique en restauration collective. On a parlé du sur-mesure dans le matériel inox. Donc voilà, on parle de sujets très variables. Et puis on partage des moments de convivialité aussi parce que ça fédère effectivement du réseau en fait. Voilà. Vous avez peut-être vu au tout début effectivement que la devise France, c'est partager, rassembler, partager, transmettre. C'est pas la devise américaine parce que c'est vrai que le we support, we share, we support, we inspire, on savait pas trop le traduire en français, donc on a un peu adapté, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc ça c'est le FCSI. Maintenant, vous, ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est cette question en fait. Voilà. Pour répondre à cette question, je sais pas, c'est Charlotte qui va nous présenter un peu ce que c'est. Hein, voilà, puisque Charlotte va nous expliquer. Donc, on a bien compris que vous étiez quand même des profils très variés, plus ou moins sachants sur la restauration en général, et donc plus ou moins sachant sur le métier de consultant. Alors, le métier de consultant, déjà, il va agir sur plusieurs types de restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on structure la restauration d'une certaine manière. On a d'un côté la restauration collective et de l'autre, on a de la restauration commerciale. Alors, qu'est-ce que comprend la restauration collective? C'est tout ce que nous, on nomme, on est sur des principes généraux, hein. La restauration scolaire. La restauration scolaire, vous la connaissez quand vous êtes tout petit parce que ça concerne la crèche. Après, quand vous grandissez, il y a l'école élémentaire et maternelle. Vous êtes tous passés au moins une fois dans votre vie par la cantine, avec des plus ou moins bons souvenirs. Après, il y a le collège. Pas mieux. Voilà. Le lycée. Et enfin, vous passez par l'université. Et donc, à chaque stade, vous avez potentiellement accès à de la restauration qui vous est fournie. Et donc, au niveau de l'université, vous savez tous que c'est le Crous qui vous fournit le repas. Donc, il y a la restauration scolaire, la restauration d'entreprise. Bon, alors ça, c'est plutôt transparent comme moi. Quand vous allez travailler et que vous travaillez dans une entreprise... Assez grosse. Assez grande. Oui, assez grande. Normalement, votre entreprise elle va vous fournir un lieu de restauration qui sera géré en interne ou en externe par une société de restauration collective privée qui va vous apporter une solution de restauration pour le repas du midi et plus. Mais c'est pas le sujet. Donc, vous pouvez avoir des solutions de restauration entreprise pour une seule entreprise, mais vous pouvez avoir le cas d'un restaurant d'entreprise qui va être ouvert à d'autres entreprises tout autour, qui sont plus petites et qui n'ont peut-être pas la surface pour offrir ce restaurant à leurs employés. Donc, c'est là où on fait la différence entre un restaurant d'entreprise et un restaurant inter-entreprise, sachant que ce cas vaut pour la fonction publique, où très souvent on parle de restauration administrative. Voilà. C'est le même topo. Voilà. C'est potentiellement votre future restauration du lundi au vendredi le midi. Éventuellement petit déjeuner, collation comprise. Le troisième secteur que nous on comprend, c'est le secteur hospitalier santé. Ça regroupe évidemment tous les hôpitaux qui assurent aussi des services de formation, les EHPAD. Vous savez ce que c'est les EHPAD ou pas? Oui. Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Comment? Ouais. Les personnes âgées dépendantes. Voilà. Voilà, exactement. Les maisons de retraite éventuellement privées. Et puis, vous avez les centres, alors ça c'est un peu une continuité de l'hôpital, les centres de soins, de suite et de rééducation. Ça vaut autant pour les personnes qui se sont cassées la jambe que pour les personnes âgées, que ceux qui ont subi une opération lourde. Et donc, ces personnes,
on leur fournit également un repas, on ne les laisse pas mourir de faim. Et enfin, il y a l'armée pénitentiaire. Alors ça, c'est peut-être quelque chose dont on n'avait pas trop entendu parler. C'est dans la niche qui est la restauration collective, il y a encore une autre niche, c'est celle de l'armée du pénitentiaire. Ça fait pas beaucoup rêver. Dans l'armée, aujourd'hui, vous savez qu'en République française, il y a une armée. Il faut les faire manger, ces soldats, que ce soit sur place, éventuellement quand ils sont en réserve, comme sur les terrains d'opération. Voilà. Il faut réfléchir aux solutions de restauration, tant en termes de prestations que de logistique. Parce que il faut réfléchir à si, par exemple, un soldat il part en Afghanistan, pif. Il faut savoir comment on lui donne à manger. Donc ça, c'était toute la partie restauration collective. Et enfin, il y a la restauration commerciale. Alors, la restauration commerciale, c'est ce dont on sûrement vous parle le plus au lycée hôtelier et plus tard, ce qui fait peut-être un petit peu plus rêver. Ça touche l'hôtellerie, tout ce qui est hôtel. Dans les hôtels, on trouvait quasiment tout le temps avant, et maintenant c'est un peu moins le cas, des restaurants qui sont inclus. Et puis la restauration qui, elle, entre guillemets, vit par elle-même, sont les restaurants où vous allez peut-être le soir ou en famille le week-end. Voilà. Et qui sont et qui ont des typologies aussi très, très variées. Donc, ce métier, il s'applique sur tous ces types de restauration. Et chaque type de restauration, a des besoins très particuliers. Donc, c'est aussi un métier avec plusieurs profils. Alors, ces profils, nous, on les a divisés un peu en 3 sous-parties. Quand vous dites que vous êtes consultant en ingénierie de restauration, consultant restauration, vous pouvez être consultant en formation, vous pouvez être consultant en conseil, et vous pouvez être consultant en ingénierie. Ça ne veut pas dire que c'est totalement cloisonné. Vous pouvez tout à fait être consultant à la fois et en conseil et en ingénierie. Mais ça regroupe quand même des interventions et des métiers particuliers qu'on va vous détailler. Donc, mais avant ça, juste pour vous expliquer un petit peu la marche à suivre. Au départ, on a un client. On a un client qui va nous donner un petit peu ses besoins. Et ces besoins, on va les prendre en compte. Et sur des situations données, normalement, on arrive sur une mission de conseil, on va donner des préconisations. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de restauration sur site aujourd'hui. Il n'y a pas de restauration. Et on va réfléchir juste à une solution de restauration qui convienne le mieux au client. Dans un second temps, on parle de réalisation sur une partie plus appliquée. Alors, on va réaliser ce concept de restauration sur plan. Et puis ensuite, on va le mettre en œuvre et avoir un chantier. Et on va vraiment avoir quelque chose qui va sortir de terre. Et on va dire dans un troisième temps, il y a la phase d'exploitation. Et c'est sur cette phase d'exploitation très souvent qu'intervient la formation, en fait, le consultant en formation. Donc dans l'idée, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la mission de conseil, la mission d'ingénierie, la mission de formation. Voilà. La formation, c'est pas très compliqué. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un formateur. Effectivement, il faut savoir quand même que avec les profils que vous avez, vous pouvez. Enfin, il y a beaucoup de consultants en France qui se font du conseil et de la formation. Donc la formation, effectivement, elle est très large. Il y a beaucoup de besoins de formation en fait. Alors, en restauration, que ce soit en collectif ou d'ailleurs en restauration commerciale, parce qu'il y a beaucoup de mises à jour à faire, en particulier sur tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est nouveaux procédés, par exemple, effectivement, savoir utiliser, faire de la cuisson sous vide, de basse température, faire de la cuisson de nuit, ou qu'est-ce que c'est qu'une pasteurisation, ou une stérilisation, apprendre des choses comme ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, les formateurs, souvent, sont là pour faire de l'apprentissage, c'est-à-dire partir de zéro en disant vous ne savez pas faire et donc moi je suis là pour vous apprendre à faire sur certaines méthodes. Il y a la mise à niveau des compétences. Alors c'est vrai que ça, c'est par exemple, vous avez du personnel qui est dans une cuisine centrale X et puis on refait une cuisine centrale, une nouvelle cuisine centrale. On était en liaison chaude et on passe en liaison froide, donc il faut qu'ils apprennent tout. Donc là, effectivement, on est dans la mise à niveau des compétences. Effectivement, c'est comment
qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, etc. Et puis après, il y a la pratique. Et la pratique, effectivement, c'est soit la pratique sur le terrain, soit effectivement beaucoup l'accompagnement à l'ouverture. Effectivement, il y a beaucoup de formations, enfin de formateurs qui travaillent sur l'accompagnement à l'ouverture. Donc, c'est la mise en place des outils qui sont nécessaires pour pouvoir ouvrir correctement un projet, hein, quel qu'il soit. Et puis, c'est accompagner les équipes, les personnes, pour qu'ils puissent s'approprier l'outil de la meilleure façon. Donc ça, c'est vraiment un métier particulier, mais effectivement, au FCSI, on a quelques personnes qui sont formateurs et qui sont FCSI. Des formateurs, on en trouverait partout en France. Ils sont pas regroupés la plupart du temps sous une association ou sous un syndicat. Et puis bon, c'est la formation, c'est réglementé. Enfin, il y a des choses un peu plus particulières. Voilà, il faut avoir un agrément spécifique pour faire de la formation. Mais voilà, on voulait vous en parler quand même parce qu'effectivement, c'est aussi une possibilité avec vos profils. Vous pouvez tout à fait être formateur, je dirais, voire professeur si vous voulez. Franchement, vas-y, franchement. Alors, on va dire le deuxième métier dans lequel vous pourriez entrer, c'est les missions de conseil plutôt. Plus qu'un métier, ce sont des missions différentes. Alors, il y a énormément de missions possibles, d'interventions possibles quand on est consultant, on appelle conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, pour rappel, la maîtrise d'ouvrage, très souvent dans le DTP comme le client. Il y a les audits et les préconisations. Je vous en parlais très rapidement avant. Un audit, en fait, c'est un état des lieux. C'est à l'instant T, voilà. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui va pas? Et qu'est-ce qui a amélioré? Ce que nous, on appelle des préconisations. Ça vaut tant pour, par exemple, un espace de restauration. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que les liaisons entre locaux sont correctes? Ça vaut pour les équipements de cuisine. Voilà, ça vaut pour plein de choses. Il y a ce qu'on appelle, nous, des études de faisabilité. Les études de faisabilité, c'est dire, voilà, on a une situation existante, le client, il a un objectif, on va lui présenter plusieurs hypothèses de développement, parce qu'il n'y a jamais une solution parfaite. On va explorer différentes pistes. On va dire, voilà, sur chaque piste, il y a des avantages, des inconvénients. Et normalement, on est censé donner une solution d'aide, de prise de décision pour le client. Voilà. La programmation, en fait, finalement, c'est formaliser la solution qui a été retenue par le client. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, alors ici, on intervient un petit peu après. Il faut imaginer que donc le client, on a défini ses besoins, on a défini toutes les contraintes techniques, fonctionnelles, et ben, prenons un exemple très concret, parce que ça vous parlera sûrement plus. On va construire une cuisine. Voilà, restons dans le thème. On construit une cuisine et on voudrait que ce soit une belle cuisine qui fonctionne bien. Donc, on va lancer un concours. Donc, il y a des équipes d'architectes qui vont participer à ce concours. Sauf que ça se fait pas comme ça. Il faut respecter certaines lois. Il faut respecter le code des marchés publics, par exemple, qui contraint énormément les choses. Et le client, peut-être qu'il ne sait pas comment ça se passe. Donc nous, on va intervenir à ses côtés et on va le conseiller pour lancer les appels d'offres ou les concours. On va l'aider à choisir, par exemple, sur 60 équipes d'architectes, les 3 meilleures équipes qui vont être retenues, qui vont participer au concours. Et quand chaque équipe d'architectes a donné sa prestation, a rendu sa version du programme, eh bien, nous, on arrive, techniquement parlant, évidemment, en disant, voilà, pour telle et telle raison, voilà, tel groupement, il a des points forts, des points faibles. Voilà. Et ça aide encore une fois à décider qui aura le meilleur projet et qui sera lauréat sur la phase concours. Et différentes missions, ça peut être, voilà, hein, ça peut être tout à fait le suivi. Banco, l'équipe d'architectes a été choisie. Maintenant, il y a les études de conception qui vont suivre. Et après les études de conception, il y a le chantier. Et sauf qu'encore une fois, la maîtrise d'ouvrage, elle sait pas bien suivre les contraintes du programme, ou c'est la première fois qu'elle le fait. Ben, nous, on arrive en assistance à maîtrise d'ouvrage et on dit, vous inquiétez pas, on va faire en sorte que le programme il soit suivi point par point.
Éventuellement, il y aura des adaptations. Et c'est nous qui garantissons le respect du programme et la qualité du projet. Voilà. Rapidement parlé. Donc, on vous a mis sur cette page de PowerPoint je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pour que ça vous parle un petit peu plus des rendus qu'on peut effectuer. Donc là, sur la partie conseil, on est sur la définition des besoins. Par exemple, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est sur un hôpital. Je vois pas bien. On va définir la typologie de convives ou de mangeurs. Voilà. Ça implique qu'il y ait une façon de manger, des grammages précis, des prestations précises. On ne mange pas de la même façon quand on est une personne âgée que quand on est un enfant ou un adulte. Donc ça se définit. Par exemple, on va définir un nombre de repas. On va définir le process de fabrication. Est-ce qu'on part plutôt en liaison chaude ou en liaison froide? On va définir les différents lieux de distribution. Voilà. On définit vraiment le concept de restauration. Un autre sujet sur lequel on intervient, par exemple, et qui sort un petit peu plus, qui élargit un peu le sujet de la restauration, c'est l'urbanisme. Si on veut construire quelque chose, il faut absolument qu'on regarde le plan local d'urbanisme. Ça veut dire que le plan local d'urbanisme, il définit par zone certaines contraintes de construction, par exemple. Alors, nous, on arrive en conseil et on va dire, voilà, sur ce terrain, sur le terrain que vous avez défini, vous avez telle contrainte. Par exemple, il y a 2 mètres non constructibles par rapport aux limites parcellaires ou d'emprise de voie publique. Ça veut dire qu'on restreint la surface, on va construire la cuisine. Et après, sur cette même cuisine, il faut imaginer qu'il y aura une cour de service pour les livraisons. Bon, et ben ça enlève autant de surface. Donc ça, par exemple, ça peut être un point sur lequel on travaille. Ça, c'est le côté urbanisme un peu architectural. Ce que vous voyez juste en dessous, à droite en bas, c'est un autre extrait de présentation et de recherche qu'on a effectué. Et sur ce point précis, on travaillait avec une région et qui avait envisagé sur un terrain plusieurs possibilités de construction. Et donc, nous, on regarde si c'est possible. Et il se trouve que sur ce sujet-là, pour l'anecdote, on est arrivé avec une information qu'ils n'avaient pas du tout en tête. C'était la section patrimoine d'une ville avait fait en sorte qu'il y ait un terrain qui soit pas constructible. Alors, c'est important parce que ça enlève une hypothèse de construction. Voilà. Et donc là, derrière, c'est un dossier sur lequel, par exemple, la région et la ville ont discuté pour savoir qu'est-ce qui avait motivé, par exemple, la ville à faire en sorte que ce terrain soit pas constructible. Et ça change toutes les hypothèses possibles de construction et d'études de faisabilité. Et enfin, en bas à gauche, là, par exemple, c'est un tableau comparatif des conditionnements. Les conditionnements, ce sont les contenants après fabrication. Parce qu'on peut produire des repas et les conditionner en bac plastique. On peut les conditionner en bac multiportion plastique aussi, mais on peut aussi les conditionner en bac multiportion inox. Voilà. Et peut-être que vous en avez parlé, mais là, on est en plein dans le sujet en ce moment. Il se trouve que la loi Egalim et d'autres lois et d'autres articles qui ont été signés imposent de ne plus utiliser de bacs plastiques à usage unique d'ici le 1er janvier 2022, donc c'est-à-dire demain, 22, pour le portage à domicile. Portage à domicile, ça impacte directement, par exemple, les villes qui préparent des repas pour les personnes âgées en portage à domicile chez elles. Voilà. Et donc ça impose de faire des tableaux comparatifs pour savoir, par exemple, quelle solution on peut trouver. Voilà. Tout ça pour vous dire quand même qu'effectivement, donc les missions de conseil, c'est il faut élargir ses champs de compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le conseil, on fait du conseil en restauration, mais en élargissant ses compétences. Effectivement, il faut savoir lire un plan du local d'urbanisme. C'est pas très compliqué en soi. L'essentiel, c'est effectivement de comprendre de quoi ça parle.
Mais c'est aussi connaître effectivement d'avoir des notions bâtimentaires, c'est effectivement architecturales, savoir comment on construit un bâtiment, que voilà, c'est des murs, des poteaux, un toit, enfin voilà, il y a des choses comme ça techniques qui sont intéressantes à connaître. Ça veut dire aussi s'intéresser à la technique proprement dite liée aux cuisines. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un revêtement de sol étanche? Qu'est-ce que c'est que comment on fait pour avoir un revêtement lavable dans une cuisine? Comment on ventile une cuisine? Comment on l'alimente en électricité, en eau ou en gaz, etc. Donc c'est vraiment cette notion-là dans le conseil, on va dire pur, après dans l'ingénierie un peu moins, mais réellement dans le conseil pur, il faut vraiment élargir les choses. Et donc aussi s'intéresser à ce qui se fait. Donc c'est ce que je disais un peu au début, c'est effectivement s'intéresser. Aujourd'hui, si nous on peut dire quels sont les types de conditionnement qu'on peut utiliser pour faire du portage à domicile ou d'ici 3 ans restauration collective scolaire, c'est parce qu'on s'intéresse à ce qui est développé par les fabricants. Oui, il y a les fabricants qui ont travaillé sur le remplacement de l'usage unique par des conditionnements réemployables. Donc effectivement, il faut s'intéresser à ça, écouter ce qui se dit sur le marché, voilà, rencontrer des fabricants, des fournisseurs, etc. Ça, c'est super important. Et puis, c'est aussi avec sans doute maintenant c'est plus facile avec les réseaux sociaux, avec des réseaux comme LinkedIn, etc. Voir ce qui se fait ailleurs. Effectivement, nous on voit très bien aujourd'hui, voilà, on travaille avec certaines villes en France et puis on se dit bah oui, eux ils veulent faire ça, mais qui d'autre le fait ailleurs et sous quelle forme? Et ben, des fois on voit sur LinkedIn, tiens ils en parlent, tiens à Lille ils ont fait comme ça, à Bordeaux ils ont fait autrement, à Nice sous une autre forme, et on trouve de l'information comme ça et ça nous nourrit pour effectivement fournir ensuite de l'information, de conseils à nos maîtres d'ouvrage. Voilà. Alors pour continuer un petit peu sur le type de mission qu'on peut effectuer, par exemple là vous avez sous les yeux un tableau d'analyse en fait, de 3 rendus architecturaux. Il se trouve qu'un concours a été lancé pour la construction d'une cuisine centrale. 3 archis ont été retenus pour la participation au concours et il faut en choisir un seul. Alors on ne le choisit pas comme ça évidemment, on a plein de critères, il faut absolument que ce soit le plus objectif possible. Donc voilà, avec des critères précis, on va choisir, on va donner les points forts, les points faibles, de manière que la maîtrise d'ouvrage choisisse le meilleur. Et après, c'est un tableau de suivi. Quand vous concevez des cuisines, il y a différentes étapes de conception. Et à chaque étape, il faut valider les rendus. Et donc, par exemple, nous, on intervient également sur le suivi des rendus qu'un bureau d'études restauration peut effectuer. Voilà, c'est une sorte de double validation, puisque le bureau d'études restauration, il est sachant, hein, il est concepteur, c'est son métier. Et nous, on arrive par-dessus. Des fois, c'est bien d'avoir une double analyse sur les sujets. Je fais la suite. Et donc effectivement, enfin là sur cette partie-là, c'est vrai que souvent notre analyse, déjà on avait vu comment fonctionnait la cuisine, donc ça on est capable de dire attention, là il y a des problèmes de marche en avant, il y a des problèmes de conception, d'accès à la lumière, etc. Enfin là faut qu'on aille dans ce genre d'analyse. Et puis enfin, techniquement, c'est sur la partie matérielle, logiquement le bureau d'études de restauration qui travaille en face. Alors c'est vrai que ça c'est une super position pour nous parce que nous on critique nos confrères quand on fait ce genre d'analyse. Mais souvent on se rend compte que la critique elle va surtout sur les autres bureaux d'études, c'est-à-dire les bureaux d'études qui s'occupe de tout le reste, c'est-à-dire de la partie, ce qu'on appelle le second œuvre, donc la partie intérieure de la cuisine, donc les revêtements et autres, et tous les lots techniques, c'est là souvent qu'on fait le plus de remarques, parce qu'effectivement, là, on n'a plus affaire à des spécialistes, on a affaire à des généralistes la plupart du temps, donc des gens qui savent faire de la ventilation, en général, mais qui font plutôt du logement et pas forcément des cuisines, et donc sur lesquels, effectivement, il faut que nous, on ait un œil spécialisé de restauration sur des aspects très, très techniques. Alors ça s'apprend pas à l'école, très clairement, ça s'apprend au fur et à mesure. Il faut lire des cahiers des charges, il faut comprendre des plans, il faut s'imprégner effectivement de la technique bâtimentaire pour pouvoir être capable de faire une analyse d'un plan, alors ce qu'on appelle par exemple un avant-projet détaillé dans lequel on va retrouver une quinzaine de lots différents, de lots techniques différents, avec une vingtaine de plans, voire une trentaine de plans, qu'il faut regarder en détail pour dire attention, là ça marche pas, ou là ils ont oublié quelque chose, ou là c'est pas le bon revêtement, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très appliqué en fait. Hein. Voilà. Et donc cette partie-là, effectivement, se rapproche de l'autre mission du consultant, qui est l'ingénierie pure. L'ingénierie de restauration, ça fonctionne aussi un peu comme sur le conseil, dans le même ordre. C'est vrai que on ne conçoit bien un
projet de restauration que si on a des bonnes données de base. Alors, effectivement, dans l'ingénierie, on commence aussi la plupart du temps par avoir des données de base qui sont soit sur des audits qu'on peut faire, donc audits fonctionnels qui rapprochent le conseil, ou des audits techniques. Alors, c'est que l'audit technique, c'est vraiment, on fait des audits techniques surtout quand on veut faire de la restructuration d'un bâtiment, par exemple. Une cuisine centrale qui existe, ça fait 20 ans qu'elle existe, on va faire le tour, on va regarder à la fois comment elle fonctionne, on va regarder dans quel état elle est, et on va regarder comment sont les matériels. Là, on est plutôt dans le diagnostic technique, et après on va se poser la question effectivement de comment on peut l'améliorer, et comment on peut faire mieux avec ce qu'on a déjà, en fait. Voilà. Et des fois, on se dit, c'est pas la peine, détruisons celle-là, refaisons-en une autre, ça sera beaucoup plus simple. Donc, effectivement, la restructuration, quand on va avoir une restructuration clairement identifiée en disant on veut restructurer, par exemple, c'est là qu'on a beaucoup de projets, lycée, collège et autres, où on dit tiens, on veut restructurer la cuisine, plus l'espace de distribution, plus la laverie, la salle à manger, ça c'est purement de la restructuration. Le collège il existe, le lycée il existe, il va pas bouger de toute façon. Donc là, on est vraiment dans des travaux pratico-pratiques de rénovation, de restructuration. Si on a des outils plus anciens sur lesquels on a fait un audit, par exemple, nous on vient d'en faire un en Martinique, on a visité 3 cuisines différentes, il se pose la question d'en faire qu'une seule. Pour faire qu'une seule cuisine à partir de 3, là on est plutôt dans la mission de conseil et plus dans la mission technique. En fait. Donc c'est pour vous différencier un peu. On a les mêmes audits techniques et fonctionnels, mais c'est pas les mêmes missions. Voilà. Là vraiment dans la partie ingénierie, on est à partir de données, on aura des plans de base. Alors les plans de base, c'est soit effectivement des plans existants ou des relevés qu'on a pu faire d'ailleurs. Ça peut nous arriver de faire nous-mêmes des relevés de plans, ou alors sur un projet neuf, effectivement un architecte qui a fait des plans que nous on a forcément visés, et dans lequel effectivement on va rentrer dans la partie à la fois organisation des espaces et puis en organisation pratique et mettre aussi le matériel qu'il faut aux bons endroits. Parfois en définissant quel matériel on va mettre. Là, c'est pareil, ça dépend des choses. Des fois, on peut avoir ce qu'on parlait de programme juste avant. Quand on a un programme, en général, dedans, on sait ce qu'on va mettre comme matériel, c'est déjà prévu. Mais des fois, quand on fait une restructuration en partant de rien, c'est un peu à nous de définir ce qu'on va remettre comme matériel, qu'est-ce qu'on change pas, etc. Donc, l'aspect diagnostic, préconisation se retrouve aussi dans cet aspect ingénierie, mais effectivement plus technique. Et puis après, on rentre dans les phases de conception. Dans les phases de conception pure, là, effectivement, on rentre dans du dessin technique, ça c'est sûr. Et puis après, le dessin technique, c'est aussi beaucoup d'échanges après avec les architectes, parce que c'est plutôt rare qu'on travaille tout seul, ça nous arrive, mais c'est plutôt rare. En général, on travaille tout seul quand ce sont des petits projets en restructuration, et dès qu'on est sur des projets neufs ou des projets plus gros, on travaille avec des équipes architectes ou bureaux d'études qui font les autres corps d'état que la partie restauration. Définir les espaces, choisir les matériels, établir des bilans techniques. Les bilans techniques, c'est la liste des équipements avec quels sont les besoins matériels qui vont avec, et puis qu'est-ce que les puissances électriques, les besoins en eau, etc., qu'on donne aux autres bureaux d'études pour qu'ils puissent faire la partie technique et donc fournir les besoins à ces matériels. On fait bien sûr des estimatifs financiers. Alors, comme on fait un estimatif financier, on demande aux fournisseurs de nous fournir leurs tarifs, et puis on liste nos matériels et on met des prix en face, et puis on estime nos matériels comme ça. Et puis on travaille aussi avec les installateurs de cuisine, qui sont la partie entre les fabricants et nous, qui est avec eux, on sait effectivement qu'est-ce qu'ils prennent comme marge sur les équipements, qu'est-ce qu'ils enlèvent, etc. Donc faire des estimatifs financiers, ça c'est absolument essentiel aussi au fur et à mesure des études. Souvent les estimatifs sont remis à jour en fonction de ce qu'on fait. Et puis donc après on passe dans la partie vraiment applicative réalisation. Donc juste avant on rédige des cahiers des charges à destination des installateurs, ou d'ailleurs des fois un peu plus que des installateurs, des fois aussi pour certains lots techniques, qu'on donne à des entreprises qui vont répondre. Si ensuite, effectivement, une fois de plus, on rentre encore dans une démarche de mise en concurrence, effectivement, sur cette partie-là, on choisit les meilleurs, une fois de plus, et avec les meilleurs, on réalise le projet. Et dans la réalisation du projet, il y a tout l'aspect suivi de chantier, donc suivi à la fois des études, qu'on appelle des études d'exécution, donc de suivre la manière dont on va implanter précisément avec les matériels qui ont été retenus le projet, et ensuite faire le suivi pendant le chantier, répondre aux questions, et puis à la fin, participer enfin à la phase finale, c'est de réceptionner le matériel avec en général le maître d'ouvrage, dire oui, c'est le bon matériel au bon endroit, on les essaye,
et après on lance en exploitation. Donc là, vous avez des exemples. Bon, après, effectivement, pour ceux qui font un peu d'ingénierie déjà, donc ça, c'est des exemples qui vont vous parler. Voilà, faire des plans avec des plans de flux qui expliquent un petit peu comment la fonctionnalité. Souvent, ça, c'est des plans plutôt en amont parce qu'on a effectivement des gens en face de nous qui connaissent pas forcément et qui savent pas forcément lire un plan. Donc, ils aiment bien des fois qu'on leur fasse un petit fléchage pour expliquer la marche en avant, comment ça va fonctionner. Après, on peut avoir des études techniques particulières comme voilà chercher des matériels spécifiques et puis faire un comparatif. Là, c'est un petit comparatif sur des matériels pour faire des pizzas, une saladette là, enfin saladette ou meuble à pizza. Donc, trouver chez les fabricants des informations techniques là-dessus. Ça, c'est absolument des choses qu'on peut faire effectivement à la demande des fois du client. Je dirais pas pour qui c'est. Et puis, donc après, on passe vraiment dans le plan, donc plan technique, comme vous avez en haut, et puis après, on est vraiment dans le plan d'exécution pure. En bas, là, vous avez donc une cuisine centrale, restaurant universitaire à Villeurbanne, donc dans lequel il y a effectivement, on voit techniquement, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais enfin voilà, on voit que c'est de manière détaillée. Là, on est vraiment dans le plan qui est ensuite, lui, est mis à disposition des installateurs pour faire leur chiffrage. Sachant que donc à droite vous avez une cuisine centrale et à gauche vous avez un petit plan de cuisine sur un hôtel qui propose une restauration pour le midi et le soir. Voilà. Pour vous illustrer qu'on intervient quand même sur beaucoup de secteurs. Ça ne se limite pas à la cuisine centrale. Voilà. Oui, les cuisines, ben là, je pense qu'effectivement, on peut avoir des cuisines. Bon, quand on fait un projet sur une crèche, on va avoir des cuisines qui font entre 15 et 20 mètres carrés. Et puis après, vous avez des cuisines centrales. Bon, celle-là n'est pas très grande, mais on peut avoir des cuisines centrales qui vont jusqu'à 3 ou 4 000 mètres carrés. Donc, la variabilité des projets est assez importante. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce métier, ou de ces métiers, c'est que on ne travaille pas deux fois la même chose. Les clients sont tous différents, les projets sont tous différents, même si c'est toujours le même milieu, c'est toujours la restauration. Ça, on est bien d'accord, on travaille toujours dans le milieu de la restauration, n'empêche qu'il n'y a pas un projet pareil. Les règles sont les mêmes, on retrouve des matériels équivalents, etc., mais n'empêche que on ne trouve jamais la même chose et on ne fait jamais la même chose. Donc ça, c'est quand même important de savoir, c'est qu'effectivement, on ne peut pas s'ennuyer dans ce métier, parce qu'on ne fait pas tous les jours la même chose. Voilà, pour terminer, effectivement, quelques images. Donc, quand on passe vraiment dans la partie exécution, donc, je vous disais, on fait ce qu'on appelle des visas aussi techniques, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a choisi un installateur de cuisine, par exemple, pour faire un projet, il va nous présenter les fiches techniques des produits qu'il va mettre, on va les viser en disant oui, c'est bon, non, c'est pas bon, etc., en fonction du cahier des charges qu'on a pu établir. Et puis ensuite, on passe à la réalisation, donc travaux, voilà, et puis donc on va faire des suivis de chantier, et puis on va réaliser. L'image du dessous, là, c'est un projet qu'on a fait, c'est Crous Panthéon, c'est avant-après. Avant, un super espace de distribution ration rapide avec deux vitrines qui sont pas les mêmes, enfin pas la même marque, et puis aujourd'hui, donc un espace voilà de libre service avec des vitrines bien éclairées, joliment décorées, enfin voilà, donc c'est là, on se dit qu'il y a une plus-value dans ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'était tous les métiers. Voilà. Après, on en reparlera avec vous, bien sûr. Faut que j'accélère. Donc voilà. Donc pour finir, juste, je vous parle d'Alma Consulting. Donc Alma Consulting, qui est un bureau d'études en région parisienne, qui est à Montreuil, dans le 9-3. Aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes. Donc effectivement, je suis le président avec donc un associé qui s'appelle Nicolas Salmi. J'ai une directrice adjointe, Sandrine Grosse, qui s'occupe de la partie plutôt maîtrise d'œuvre, assistée de Bruno Saunier. Qui fait aussi la maîtrise d'œuvre, et puis donc deux Zistia, donc Charlotte qui est là, et Valentin Guédra qui est sorti l'année dernière et qui est rentré chez nous en assistant chef de projet depuis début 2021. Voilà. Et chez Alma, on fait tous les métiers sauf la formation, donc on fait du conseil, alors conseil et AMO comme assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, des diagnostics, des états des lieux, des études de faisabilité, de la programmation, du suivi d'appels d'offres, de concours et du suivi des études, etc. Voilà, on fait tout ça. Donc, voilà, avec des clients un peu partout. On travaille France entière sur cette partie conseil, enfin d'ailleurs en maîtrise d'œuvre aussi. Voilà, en ce moment, on travaille pour la ville de Tours, leur nouvelle cuisine centrale qui va faire jusqu'à 11 000 repas jour. Au Crous de Lille, un projet qui fait avec une cuisine d'assemblage pour faire une sandwicherie centrale pour tout le Crous,
mais avec à côté un espace de coworking qu'on appelle tiers-lieu avec restauration, coworking et un restaurant administratif. À l'hôpital Jean Vardier, on réfléchit sur, qui est un hôpital de la PHP, on réfléchit sur le futur de la restauration d'un site qui veulent ouvrir. Et puis, par exemple, le syndicat mixte du Grand Toulois, ça c'est du scolaire, une cuisine centrale à côté de Toul. Voilà, donc, une cuisine centrale scolaire pour 4000 euros par jour. Et donc, on fait aussi de l'ingénierie. On retrouve les diagnostics, la définition de besoins, les études de conception, le suivi des travaux et la réception suivi des dossiers, on en a parlé avant. Et donc, quelques exemples de ce qu'on fait. Voilà, on a travaillé pour Novotel Porte de Versailles. On fait beaucoup de restauration scolaire. Donc là, vous avez un groupe scolaire à Neuilly. Ça, des groupes scolaires, on en fait quasiment tous les jours. On avait travaillé pour la cuisine centrale de Seignos dans les Landes, voilà, qui est une cuisine centrale scolaire qui fait aussi, qui fait jusqu'à 8000 repas jour. On fait de la restauration d'entreprise, voilà, donc ça c'est un RIE, donc restaurant interentreprise. Et puis on fait, voilà, vous avez le collège Bure-sur-Yvette qui est plus classique avec un self en ligne et des rampes en tube. Voilà. Donc vous voyez, ça vous donne un panel un peu général. Donc là, vous avez de la restauration commerciale et collective sur ces exemples-là. Et voilà. Et maintenant, on finit comme ça. À vous. Benjamin Dumas, donc je suis en L3 IHR. Vous l'avez brièvement abordé tout à l'heure. On est en plein dedans, lors de la loi Egalim. En tant que président du CSI et de la consulting, sur les différents dossiers, c'est quoi votre position justement sur les projets de domaine? Comment vous abordez justement la suppression du plastique, le reportage, etc. Alors, on va faire comme ça. Alors, je vous invite à aller sur le site d'Équipe Hôtel, sur lequel il y a un petit film qui parle de l'avenir des contenants en restauration, où on était invité par Équipe Hôtel pour faire une petite mini-conférence avec deux communes, Fontenay-sous-Bois et puis le Pré-Saint-Gervais, et puis on était deux consultants à parler de l'avenir du contenant. Voilà. Donc aujourd'hui la position là-dessus, enfin c'est peut-être un peu technique pour tous ceux qui font pas ça, mais la position de toute façon, elle est claire. Il faut non seulement arrêter le plastique, mais aujourd'hui la plupart des communes les communes ou d'ailleurs nos clients avec qui on travaille, ils veulent aussi arrêter le déchet. Et donc, quelle solution pour arrêter le plastique et le déchet? C'est de passer avec du contenant réemployable. Donc, la position qu'on a est clairement, effectivement, les projets, par exemple, de cuisine centrale qu'on fait en ce moment, ils sont tous sur le modèle du bac inox réemployable. Voilà. Je ne dirais pas plus, parce que c'est pas besoin de détailler. Très technique, ouais. Après, ça va être trop technique après. Encore aux événements de la conversation, mais sachant qu'en ce moment, il y a une communauté d'inox. Comment vous abordez ce sujet? Et c'est une bonne question. Enfin, la pénurie d'inox, on peut supposer qu'elle ne durera pas. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi il y a une pénurie en ce moment? En fait, la pénurie, c'est uniquement parce qu'effectivement, sortie de Covid, il y a plein de pays dans le monde qui ont retenu leur stock pour se servir eux-mêmes. On peut supposer que si avant la crise Covid, on était capable d'approvisionner, il y a un jour où ça va revenir correctement qu'on va retrouver des approvisionnements corrects. Là, par exemple, on avait beaucoup de soucis sur le bois, mais apparemment ça revient assez correct là depuis 1 ou 2 mois, je crois. Donc, on peut supposer qu'effectivement tout ça revienne normalement. Après, effectivement, je sais qu'il y a un sujet, tout le monde dit ah ouais, mais les inox, ils viennent de Chine, et donc la qualité des inox chinois, ça c'était un sujet récurrent. On en parle d'ailleurs aussi dans la web TV. Aujourd'hui, les gens qui fabriquent en France avec des inox chinois, ils font de la traçabilité sur leur matériel comme ils font de la traçabilité sur tout. Enfin, comme vous feriez de la traçabilité en restauration sur le suivi de leurs produits. Donc, ils achètent des inox de qualité, même chinois, quoi. Donc, pour moi, c'est pas un sujet, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ni sur la partie approvisionnement, ni sur la qualité des inox, ça doit être un sujet. Après, je dis pas qu'il y a des gens qui font pas n'importe quoi, mais normalement, on devrait pas. J'ai une autre question. L'objectif de la loi AGEX est d'atteindre en 2040 zéro plastique jetable. Est-ce que vous abordez ce sujet en ce moment ou pas du tout? Et oui. Oui. Une question un peu similaire. Et du coup, tous les ans, je sais que vous devez réévaluer ça. Est-ce que vous abordez beaucoup ce sujet ou c'est un sujet qui est un peu à part, c'est en 2040? Ah non, en fait,
aujourd'hui, c'est clair que nos projets ne parlent que de ça. Enfin, nos projets en conseil, hein, la partie, on va dire, pas la partie ingénierie. La partie ingénierie étant plus classique. Voilà, il y a encore des projets, enfin, qui se posent pas ce genre de questions, plutôt en pratique et ingénierie. Par contre, sur la partie conseil, oui, c'est ça. Sur la partie conseil, effectivement, dès aujourd'hui, les projets, que ce soit en restauration commerciale ou restauration collective, se posent la question d'abandonner le jetable. Alors, effectivement, jetable, quand on est en vente, en click and collect, c'est sûr qu'on va garder sans doute du jetable, même si il y a sans doute des gens qui se lancent dans la consigne. Mais ça, c'est pas évident. Enfin, si on a encore le temps de développer là-dessus. Il y a quand même un point qui est super important à savoir, c'est que Egalim comme AGEC sont des lois sans décret. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde se lance là-dedans, mais il n'y a pas d'obligation. Et s'il y a alors effectivement, la seule obligation qui existe, c'est celle sur le portage à domicile à partir du 1er janvier, sur lequel d'ailleurs plein de gens ne feront pas parce qu'ils ne sont pas prêts. Bon, voilà. Et comme de toute façon, il n'y a pas de sanction derrière, c'est pas trop de problème. Mais n'empêche que pourquoi tout ça a bougé, c'est parce qu'effectivement ça vient de la restauration collective à la base. Hein, c'était effectivement à cause des perturbateurs endocriniens dans les plastiques, et donc ça a commencé à Bordeaux avec les familles qui ont commencé à râler en disant faut arrêter le plastique, etc. Puis ça fait un effet boule de neige. Puis jusqu'à qu'il y en ait un qui dise bah tiens, on n'a qu'à légiférer là-dessus. Et puis après on a dit bah ok, on va légiférer sur l'arrêt du plastique. Alors ça a commencé, vous savez, par les cotons-tiges et les pailles en plastique. Et puis il y en a qui a dit bah si on élargissait ça à tous les contenants en plastique. Et donc hop, on a dit allez, en 2040 on arrête tout. Bon voilà. Mais tout ça a été lancé sans se poser de questions sur les impacts fonctionnels, techniques, voire est-ce que c'est pas pire si on fait autrement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. D'ailleurs, on parle beaucoup de contenants plastiques, mais sachez que la restauration commerciale est tout à fait impactée. Vous avez dû le voir au McDo, sur toute la restauration rapide. Toute la restauration rapide. Il y a plus de paille en plastique. Il y a le fil qui accroche là. Voilà, c'est pour vous tenir éveillé. Il n'y a plus de paille en plastique. Si vous alliez à Hippopotamus, il n'y a plus les petits pics en plastique sur les steaks. Et donc ça, c'est une généralisation. Et à l'intérieur, la restauration collective est obligée de suivre ce mouvement. Je pense que tout le monde a pris conscience de l'impact polluant du plastique. Maintenant, les différentes entreprises, différents fabricants sont en train de faire de la recherche et développement sur des solutions sans plastique, puisque c'est le but. Il y a la restauration scolaire et en partie hospitalière pour tout ce qui est maternité et enfants, qui va également être impacté d'ici 2025, puisqu'il ne sera plus possible, par exemple, sur ce point précis, d'utiliser de bacs plastiques pour les cuissons, la remise en température, le conditionnement et le service. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur et qui est suivi. Et c'est un point qu'on aborde vraiment tous les jours avec nos clients. Oui, spécialiste. Tu penses que sur la loi des groupes, il va rester 50% de produits de qualité et de valeur, il y a vraiment 20% de produits biologiques. Oui. Pour par exemple, tout ce qui va être une cuisine centrale, ils ont des niveaux déjà précis en cuisine. Mais si on va dans un office de remise en température, est-ce que du coup ce sera fait tout en amont ou est-ce qu'on pourra sur le site directement un petit espace de vie? Est-ce que maintenant vous pensez ça dépend. pour le portage à intégrer dans un office de remise en température des endroits où stocker, laver sur place, laver. Alors sur ce dernier point, déjà, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas sur certains. Ça dépend complètement des politiques des maîtrises d'ouvrage. Voilà. Il n'y a pas du tout une réponse à cette question. Le fait de passer sur du produit de qualité et bio, ça n'implique pas d'avoir de légumerie forcément. Parce qu'en fait, les légumeries, déjà, elles peuvent être externalisées. C'est-à-dire qu'il y a des légumeries professionnelles. Voilà. Leur travail, c'est de prendre tous les légumes et les fruits bruts, de les transformer et de les vendre éventuellement à des cuisines centrales. C'est-à-dire dans ces cuisines centrales, il n'y aura pas de légumerie sur place.
très souvent, pour l'info, dans ces légumeries, il y a des postes adaptés. Ce sont des ESAT très souvent, des personnes plus ou moins handicapées qui y travaillent. Et en fait, le fait d'intégrer ou pas une légumerie, ça veut dire qu'on va utiliser des fruits et des légumes bruts qu'il faut transformer. Mais par exemple, sur un office, l'office, lui, il est approvisionné par une cuisine centrale. Très souvent, c'est sur la cuisine centrale qu'on va avoir ce genre de transformation et d'ajout de légumerie. Parce que quand on parle pas uniquement effectivement de produits bio, on parle de produits aussi locaux. Et dans les produits locaux, très souvent, on a des produits qui sont non transformés parce que c'est plus avantageux. Par exemple, pour les agriculteurs, c'est plus valorisant en termes de métier pour les cuisiniers. Enfin, il y a énormément de choses, de sujets qui gravitent autour de cette obligation de 50% de produits de qualité. Ça regroupe vraiment plusieurs réalités. On a travaillé sur un projet dans le sud où effectivement il y a une dizaine de cuisines, enfin d'offices scolaires où ils nous ont posé la question de savoir s'il y avait un intérêt de remettre des cuisines sur chaque site. Donc on a fait l'étude à la fois pour remettre des cuisines, ensuite on a fait l'étude pour remettre qu'une préparation froide, et puis après on a dit on a qu'à faire une cuisine centrale. Parce qu'en fait réellement le souci c'est pas forcément la technique, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre des cuisines partout. Il suffit d'avoir des moyens et un peu d'espace. Bon, c'est vrai que on n'a pas besoin de la même surface pour faire la remise de température et du service que pour faire de la cuisine, mais techniquement on sait faire. Le problème c'est que derrière ça veut dire beaucoup de ressources et des ressources humaines surtout. Et en fait effectivement aujourd'hui dans la plupart des offices scolaires d'ailleurs ou hospitaliers vous avez des gens qui sont non qualifiés et donc les qualifier sur de la production alimentaire c'est pas forcément évident. Et en plus il y a un risque, c'est qu'effectivement en remettant des cuisines un peu partout, mais c'est le projet de Montpellier. À Montpellier, ils voudraient remettre des cuisines partout, mais ils le font pas. C'est aussi de dire, tout d'un coup, on avait une qualité équivalente partout, et tout d'un coup, on va se retrouver avec une qualité qui peut être différente. Parce qu'on sait très bien que c'est quoi la cuisine? C'est des produits, mais aussi des cuisiniers. Et donc, un bon cuisinier, un mauvais cuisinier, ça donne pas vraiment le même résultat. Et donc, on va avoir une école où ils vont bien manger, puis une école où ils vont moins bien manger, avec les mêmes menus, et donc on est sûr d'avoir des problèmes avec les parents. Donc finalement aujourd'hui, la décentralisation, alors qu'on a fait de la centralisation longtemps en cuisine centrale, la décentralisation pour revenir fabriquer dans une école ou autre, ça se fait. Enfin, pour l'instant, moi j'ai pas encore fait de projet qui décentralise. Il y a ceux qui gardent leur cuisine, oui, pourquoi pas. Par exemple, à Angoulême, il y a des cuisines dans toutes les écoles, mais c'est un choix initial, quoi. Donc ils ont pas modifié. Mais ceux qui sont en livraison, que ça soit chaud ou froid, je pense qu'ils auront vraiment du mal à revenir à des cuisines sur place. Change un peu. C'est l'un ou l'autre, mais là-haut, non, s'en foutent. Vous pouvez avoir des questions très généralistes. Oui, plus généralistes, pas forcément techniques. Voilà. non, mais il n'y a pas que l'ingénierie, il y a aussi le conseil. Donc. Voilà. Mais on va quand même. Demoiselle d'abord. Oui. 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 J'ai pas trop bien compris les contenus, comment ils ont accès sur Internet, comment ils vont savoir que des contenus. Ah oui. Eh bien, c'est un détail technique, ça. En fait, en fonction, c'est les marchés publics. Sur les marchés publics, restons uniquement sur ce secteur-là, il y a des annonces, il y a des appels d'offres, et donc ça, c'est paru sur le journal officiel ou sur d'autres moyens de publication auxquels ont accès tous les architectes. Donc leur travail au quotidien, ça fait de regarder toutes les annonces, de se dire est-ce que ça m'intéresse? Est-ce qu'on est compétent sur ça? Ok, alors on va répondre. Donc en fait, pratiquement tout le monde peut répondre, mais il y a des compétences très souvent qui sont demandées, parce qu'il n'y a pas que la compétence architecture, il y a des compétences techniques, il y a des compétences fluides, il y a des compétences restauration, c'est nous. Il y a des compétences environnement. Il y a énormément de champs de compétences. Voilà. Parce qu'il y a énormément de bureaux d'études avec leur spécialité. Donc, ils répondent en phase, ce qu'on appelle une candidature. Et sauf qu'en phase candidature, il y en a très souvent, de manière générale, que 3 ou 5 qui seront gardés. Parce qu'ils auront, sur différents critères, dont le fait d'avoir toutes les compétences, d'avoir des entreprises assez grosses, de l'expérience, est-ce qu'il y a des expériences en commun? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur des projets similaires? Voilà. Et avec tous ces critères, il y en a entre 3 et 5 qui sont choisis, et ce sont ces groupements qui vont participer au concours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne le programme, et ils répondent au programme, ils vont lire tous les besoins,
Et là, ils vont se mettre devant une page blanche et ils vont dessiner. Voilà. Ils vont dessiner un plan avec toutes les demandes. Si on part sur une école, il y aura besoin de salles d'enseignement, il y aura besoin de salles sûrement pour le périscolaire, il y aura des cours de récréation, il y aura la restauration, voilà. Donc, tout le monde travaille ensemble et va rendre sa copie. Voilà. Et donc, il va plus ou moins bien répondre à la demande initiale. Voilà. Si je peux rebondir sur un petit terrain qu'on a fait hier, dans le nouvel hôtel qui s'est construit il y a quelques années, qui était avec le livre de M. Denis. Lui, il était à la conception, en fait, et à la création de l'hôtel. Et en fait, une de ses missions, c'était de dire voilà ce dont j'ai besoin dans mes cuisines, dans mes espaces événementiels. Et donc, il a été à un moment donné, il a proposé ce qu'il avait envie de faire, il a fait des choses, et derrière, on a travaillé avec les bureaux d'études. Charlotte doit partir, désolé. Merci. Un avion à prendre. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je laisse Denis Daven nous laisser nos coordonnées. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par ce métier qui, comme vous avez pu le voir, vraiment est très varié. Voilà. Nous, on fait ce métier parce qu'on le trouve intéressant au quotidien. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra. Merci Charlotte. Donc maintenant, vous n'avez plus que le vieux, désolé, hein, mais c'est comme ça. Donc, il y avait des questions encore devant, on va pas nacher. Enfin non, la question, oui, non, c'était d'abord, voilà, oui, on finissait là-bas peut-être, ouais. Moi, je voulais savoir si vous avez sur les cuisines ou par exemple sur la cuisine en Italie. Alors, c'est vrai que nous, on est un bureau d'études en restauration, donc on ne fait que de la restauration. Voilà. Donc, on n'a jamais fait d'hôtellerie, mais bon, il y a des gens en France qui sont spécialisés dans la partie hôtellerie, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est sans doute tout à fait ouvert. Je ne saurais pas vous dire qui sont les bureaux d'études spécialisés. Ce que je sais, c'est que souvent, quand on a, par exemple, dans les chaînes hôtelières, ils ont souvent des bureaux d'études internes, parce qu'effectivement, ils font des projets assez réguliers. Bon, nous, on travaille avec des chaînes hôtelières. On travaille, par exemple, avec Eclos, Eclos qui est une petite chaîne hôtelière, mais que sur l'aspect restauration. C'est-à-dire qu'on s'occupe pas de la partie hôtelière, on s'occupe que de la partie restauration. Mais franchement, il faut de toute façon des gens qui assistent aussi sur cette partie-là. Il faut imaginer qu'on peut difficilement laisser un architecte faire tout seul. Parce qu'en fait, l'architecte, lui, effectivement, il comprend globalement un programme sur sa fonctionnalité générale, il est capable de faire un bel habillage, mais la fonctionnalité intérieure, nous, on voit bien, hein, je veux dire, quand les architectes nous font un plan de cuisine en disant, tiens, on a réfléchi, on vous propose le plan, on dit, ça, essayez de nous faire, nous, on va faire, et on vous donne, on fait le contraire, quoi. Donc, je pense qu'en hôtellerie, c'est à peu près pareil. Même si c'est sans doute le plus simple sur l'aspect, je sais pas, un couloir et des chambres, voilà. Mais il y a effectivement sans doute des gens qui sont spécialistes, des consultants spécialistes en hôtellerie, ça c'est sûr. Mais c'est pas notre métier. Une question? Oui, devant alors. C'est sur l'actualité, on va dire. Si on prend des établissements comme des établissements scolaires, des restaurants entreprises, est-ce que, notamment sur la partie programmation, est-ce que le Covid a beaucoup changé les choses? Quand on fait un programme, est-ce que ça change complètement la conception? Ou est-ce qu'au final, avec le recul aujourd'hui, ça change pas tant que ça et finalement on reste sur ce qu'on fait depuis plusieurs années? Alors, on reste pas sur ce qu'on fait depuis plusieurs années, mais pas à cause du Covid. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait évoluer nos projets, on réfléchit à nos projets, puis on réfléchit, puis je vous le dis toujours, nous on répond aux demandes, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand même, la base même de notre travail, c'est de dire, vous avez des besoins, vous avez des demandes particulières, on répond à votre demande. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on dit, nous, on aimerait réduire la taille du restaurant, mettre des armoires connectées pour faire du click and collect, mettre je sais pas moi, un kiosque de distribution rapide, etc. Ok, voilà, nous, on va dans ce sens-là, on est capable de répondre à ça, quoi. Ou si d'ailleurs, on a des projets où les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. J'avais travaillé pour un restaurant entreprise pour la PHP, Necker, où ils ont un restaurant très classique avec un scramble et puis voilà, une salle à manger. Et je leur ai dit, mais vous voulez pas évoluer vers autre chose? Est-ce que vous voulez pas tendre vers des kiosques et machin et tout? Donc là, effectivement, on était dans la prospective en leur proposant d'autres systèmes de restauration. Donc on peut faire ça sous cette forme-là. Mais c'est pas lié du tout au Covid. C'est-à-dire qu'effectivement, là aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui surfent sur le truc en disant, le Covid, ça change tout, etc.
non, enfin, je veux dire, ça change. Il y a des modèles qui étaient déjà partis un peu à changer, surtout en restauration d'entreprise. On sait très bien aujourd'hui que dans un immeuble de bureau, il y a un bureau pour trois, alors qu'il y a 10 ans, c'était un bureau chacun, quoi. Et donc, forcément, on diminue les types de restauration. On sait que les gens, ils veulent manger à n'importe quelle heure, ils veulent manger avec qui ils veulent. Enfin, voilà. C'est comme en restauration, par exemple, universitaire. Restauration universitaire, on sait très bien que il y a, OK, toujours le plateau à 3,30, et puis il y a tout le reste qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc on a évolué là-dessus, mais la restauration à table va pas disparaître à cause du Covid, quoi. Ça c'est certain que non. La preuve, c'est qu'on est capable d'adapter, en fait, de faire autrement. Alors, dire il faut multiplier par 2 les salles à manger parce que on est obligé de garder de distance, etc. Aujourd'hui, aucun de nos clients nous a demandé de faire ça. Très clairement, on reste dans des programmes classiques, traditionnels, parce que déjà on pense que cette situation va pas durer, on espère tous, hein, et puis que, enfin voilà, on va pas augmenter nos projets pour faire face à une situation qui est a priori pas fait pour durer, en fait. Et, un autre test, IHR, souvent, jusqu'à les gens qui ont des clients avant la crise, nous, on partait sur des petites salles, des différents jours, et après, ils se sont rétractés en disant, finalement, ils doivent revenir plutôt quelque chose de classique. Ça vous est déjà arrivé? Non, non plus, non, 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 non. Enfin, franchement, les programmes qu'on a pu commencer avant ont continué tels qu'ils étaient. Ceux qui arrivent maintenant traitent, voilà, enfin, ne prennent pas forcément ça en compte. Donc, non, il n'y a pas eu de recul sur enfin, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui, enfin, c'est vrai que c'est pas dans tous les types de restauration, mais en restauration hospitalière, en restauration universitaire, en restauration d'entreprise, effectivement, des modifications qui ont pu commencer avant la crise Covid continuent, quoi. Aujourd'hui, on ne nous a pas dit de revenir en arrière sur ces sujets-là. Non, pas du tout. Charlotte? Les équilibrés qui sont leur transport sont majoritairement en poche solide. Mais du coup, maintenant, vu que du coup, pour après, c'est extrêmement facile, on partira sur du maintenant en inox. Et pour le solide, comment ça va passer? Il y a plein de complexités liées à ça. De toute façon, c'est vrai que, comme on dit, c'est un changement de paradigme quelque part. Alors, le revenir au contenant réemployable, parce qu'on dit on peut revenir, parce que en fait, réellement, avant, on faisait du contenant réemployable quand on faisait de la liaison chaude, on se posait pas la question, c'était de toute façon en inox avec un couvercle. Aujourd'hui, on revient finalement à ce contenant-là. La seule différence, effectivement, c'est que il faut se poser des questions d'étanchéité, de sécurité, enfin des choses qu'on se posait pas forcément quand on était en liaison chaude, sur le fait que en liaison chaude c'était chaud, donc bon c'était pas très grave, et puis il y a peut-être moins de soucis comme on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut sécuriser quand même le transport, et donc effectivement on tend plutôt vers des choses étanches. Donc effectivement après il y a le sous-vide qui rentre en jeu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les textes de loi ne parlent que de la cuisson sous vide, hein, ils parlent pas du conditionnement sous vide. Hein. Donc conditionnement sous vide. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui dit qu'il faut arrêter le conditionnement sous vide en plastique. Donc, il y a pas de, donc on peut très bien faire du conditionnement sous vide en plastique, en tout cas en restauration scolaire, ailleurs. Si on veut arrêter le plastique, ça c'est un autre sujet. Ça c'est si on veut arrêter totalement ou arrêter le déchet et vraiment être dans le réemployable, il faut trouver un autre contenant. Mais je pense que l'agroalimentaire aujourd'hui est par exemple pas encore du tout prêt à changer ces types de contenants, et donc, enfin, du jambon sous plastique, vous allez en avoir encore jusqu'à votre retraite. Hein. Je pense que vous n'échappez pas à ça. Même si les plastiques évolueront, mais n'empêche qu'on se rend compte aujourd'hui que les matériaux, les autres matériaux tels qu'ils peuvent être faits, comme je sais pas la cellulose ou ou le carton, ce genre de choses, n'ont pas la tenue du plastique. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé un système qui permet de sécuriser correctement, on changera pas les méthodes sur beaucoup de conditionnements en tout cas. Donc le transport d'une légumerie, déjà cette légumerie qui est privée va dire bon, moi je suis pas dans la loi, enfin la loi m'impose pas tout de suite de changer les conditionnements, donc pour l'instant je vais rester en plastique et puis on verra dans 20 ans ce qu'on fera, quoi. Il y a des chances que ça se passe comme ça quand même. Oui. D'un point de vue conception, cuisine dans 5, 10, 15 années, j'ai visualisé comment on a quand même un essor de la technologie avec une amélioration des matériels, mais aussi l'impact écologique qui est très pris en compte, et la mise en valeur de la cuisine française
un savoir-faire derrière. Je sais qu'est-ce que comment j'ai C'est une très très bonne question. En fait, aujourd'hui, quelque part dans la cuisine, on dirait qu'il y a des effets de cycle. C'est vrai que dans les années 80, en 90, on a supprimé toutes les légumeries, on a abandonné tous les bacs, on est passé en barquette et en fait la 4e gamme ou de la 5e gamme en cuisine, voilà, la cuisine centrale, c'était souvent comme ça. Et puis vous voyez, il y a eu peut-être une espèce de prise de conscience en disant oui, mais qualitativement, il y a quand même plein de gens qui se sont plaints de la qualité de la restauration collective. Alors là, on parle surtout de restauration collective. Et puis après, on a rajouté là-dessus la qualité du contenant qui était à risque, etc. Donc, faut changer d'idée et changer de fonctionnement. Donc, les cuisines, effectivement, vont sans doute réinternaliser beaucoup de fabrication, donc faire du fait maison, voilà, au maximum, en tout cas, essayer de maximiser. Aujourd'hui, toutes les grandes villes de France se posent la question d'arrêter leur outil de travail, leur outil de cuisine centrale de très grande capacité pour en faire des plus petites qui soient plus capables de faire du fait maison ou de créer voilà une légumerie centrale ou une pâtisserie centrale. Enfin, voilà, donc de réinternaliser. À Tours, par exemple, ils font de la légumerie, ils font de la pâtisserie et ils font du fait maison, quoi. Mais ils l'ont toujours fait. Quelque part, ils reviennent pas en arrière, ou ils avancent pas plus. Ils ont toujours fait du fait maison. Mais il y a des villes comme Nantes qui font pas du tout du fait maison, qui font du quasi agro puisqu'ils font de la cuisson barquette sur un produit par jour. Se pose la question de comment on peut réinternaliser les productions. Donc, c'est-à-dire faire des outils plus grands. Donc, les cuisines de demain elles seront plus grandes que celles d'il y a 20 ans, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'elles vont prendre en taille. Donc, plus grandes, sans doute plus de ressources humaines, donc forcément un coût du repas plus élevé. Donc ça va pas forcément plaire, mais les parents d'élèves, ils veulent de la qualité, mais il faut la payer à un moment donné. Donc effectivement, je pense que le coût du repas, il va monter. D'ailleurs, nous, on se rend compte déjà que le coût alimentaire dans un coût de repas qui, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, était autour d'1 euro, maintenant, se rapproche des 2 euros sur la partie coût alimentaire d'un repas en collectivité. Donc on monte en qualité de produit, parce que forcément, quand on achète du produit bio local, il n'est pas le même prix que quand on l'achète en Italie et qu'il n'est pas bio, quoi. Donc forcément, les choses changent là-dessus. Et puis dans les cuisines, ce qui change, c'est qu'effectivement, elles sont ultra connectées. Alors, ultra connectées, le terme est peut-être un peu fort, mais elles sont très connectées, donc elles donnent beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, c'est les matériels, l'outil donne de l'information. L'essentiel étant qu'on s'en serve de cette information, donc se dire, ok, tel type de cuisson, c'est pas une bonne idée, ça consomme beaucoup, peut-être qu'on peut faire autrement, voilà. Enfin, donc c'est récupérer de l'information et faire évoluer les choses. Mais globalement, une cuisine, ça sera toujours une cuisine. Effectivement, à un moment donné, si vous voulez cuire quelque chose, il faut de l'énergie. Et donc, vous avez beau tout faire, vous avez beau avoir des matériels très isolés, des matériels très performants, il y aura toujours besoin de kilowatts pour faire cuire un steak, quoi. Donc ça, on peut pas aller contre ça. Donc globalement, je pense que l'évolution des cuisines, ça sera pas tant que ça. C'est-à-dire que si on regarde comment on faisait les cuisines quand j'ai commencé dans ce métier, donc en 92, et comment elles sont aujourd'hui, dans une cuisine, il y a des sauteuses, des marmites, des fours, des espaces de stockage, un espace d'envoi en cuisine centrale, et ça n'a pas changé, ça, en fait, réellement. Ce qui a changé, c'est l'espace de conditionnement. Voilà, quelque part, c'est cette zone-là, avec passer de la barquette au bac, ou un peu de mécanisation et peut-être un peu plus d'ergonomie. Mais réellement, globalement, les concepts, ils n'ont pas tant évolué que ça, en fait. Et ils évolueront pas tant que ça, en fait. Ce qui évolue vraiment, c'est les modes de distribution commerciale et l'expérience client en restauration commerciale. C'est montrer ce que je fais, voilà, je fais des grandes flammes devant vous à table ou directement, oui, devant le nez client. Donc sur la restauration commerciale, il y a vraiment cette notion-là et puis du sur-mesure, c'est-à-dire faire une cuisine adaptée en fonction de je veux faire ça, je veux montrer ça, je veux ceci, je veux une rôtissoire qui parle, enfin des trucs, voilà. Mais en restauration collective, par contre, ça bougera sans doute pas tant que ça en fait. Oui. Et juste, vous avez dit que le plus repas, je l'ai tenté. Est-ce que ce serait pas plus intéressant pour les structures de passer sur de l'intelligence artificielle, donc les charges personnelles, j'ai vu que le personnel qui est passé sur l'intelligence artificielle. Des robots. Ah. Je sais pas, j'ai vu qu'un exemple pour l'instant. C'est un robot qui fabrique des pizzas à côté des halles. Bon, ok. Alors, juste pour l'exemple, hein, donc on voit un robot qui sort une pâte à pizza, donc qui la pose sur un plateau. Il y a un truc qui l'écrase. Il y a un truc qui sort une gamelle avec de la sauce tomate, qui le verse. Ensuite, ça reprend. Hop, ça rentre dans une trappe. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Et quand ça revient, c'est tout garni. Donc
à mon avis, c'est pas le robot qui garnit derrière. Donc, il y a forcément une intervention humaine pour faire ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, vraiment robotiser avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas grand-chose qui est faisable réellement. Voilà. Parce que, on va dire, la main de l'homme dans la cuisine, elle est quand même très présente en fait. Donc l'assistance qu'on ait effectivement de l'assistance, de la mécanisation ou de la robotisation sur je prends un bac et je le pose sur une table, pourquoi pas? C'est d'ailleurs c'est ce qui se fait, c'est ce qui va se faire sans doute dans les années à venir pour la partie conditionnement dans les grandes cuisines. Mais aller au-delà de ça, d'avoir des systèmes vraiment automatiques pour cuisiner, je pense qu'on est très très loin de ça, très très loin. Mais je me trompe peut-être, mais je crois pas. Même pour déplacer des charges dans la cuisine, avant qu'on ait des systèmes automatiques en disant tiens, j'emmène une palette d'un point A à un point B. Aujourd'hui, personne fait ça. On fait ça dans les hôpitaux pour transporter des chariots depuis une ère logistique vers les pharmacies, linge et autres, ou même la restauration. Souvent, sont transportés d'un point A à un point B par des systèmes automatiques. Mais dans les cuisines, les échelles des cuisines ne sont pas suffisamment grandes pour que ça vaille le coup d'aller vers la robotisation, l'automatisation en fait. Faut oublier quand même que les plus grosses cuisines de France, c'est les cuisines scolaires, en général privées, qui vont à 30 000 repas jour, quoi. C'est les plus grosses qu'on puisse avoir en France. Ouais. Et en fait, 30 000 repas jour, c'est des cuisines qui font 4 ou 5 000 mètres carrés. Enfin, c'est pas très grand par rapport à, je sais pas moi, à une plateforme à Amazon qui peut en faire, je sais pas, 30 ou 40 000 quoi, mètres carrés. Donc voilà, la robotisation n'est pas encore très doucement, mais pas tant que ça en fait. Ah, attendez, là-haut, pour changer. Ah non, non. Ah non, non. Parce que c'est pas parce que ça n'évolue pas qu'il n'y a plus de travail. C'est pas la même chose. En fait, comment les choses elles évoluent aussi beaucoup par les fabricants. Parce que les fabricants de matériel ou de systèmes techniques, etc., ils avancent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qui, quand j'ai commencé dans le métier, il n'y avait pas un matériel qui était connecté, il n'y avait pas d'informatique dans une cuisine. Aujourd'hui, il y a de l'informatique partout, il y a du réseau informatique, voilà. Donc on a plein d'informations qui viennent de partout, on a des systèmes qui fonctionnent de manière indépendante, voilà, ou un peu, enfin pas dire robotisé, le terme est pas bon, mais automatisé sur la ventilation, sur l'éclairage, même sur la mise en route d'un matériel de cuisine, etc. Mais effectivement, c'est pas moi qui fais évoluer ça. En fait, c'est effectivement les fabricants qui des fois évoluent. Alors c'est vrai que sur les avancées technologiques fabricants, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup sur le pilotage des machines, mais pas beaucoup plus que ça en fait. Alors si peut-être une matériel mieux isolé, qui consomme moins d'eau. Alors bientôt on aura des machines à laver qui laveront sans eau. Ça peut être un jour, mais sous une autre forme. Et donc finalement il y a de l'évolution matérielle, des fois utile, des fois pas utile, des fois liée aussi aux réglementations. C'est-à-dire effectivement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait évoluer nos cuisines sur l'aspect conditionnement, c'est parce que réglementairement il faut le faire, on n'a pas trop le choix. Et puis des fois effectivement on voit des choses et on te dit tiens là c'est une bonne idée, on va utiliser tel type de matériel ou telle innovation et avancer dessus. Mais est-ce que nous, on va inventer des choses? Alors c'est vrai que chez Alma Consulting, on ne crée pas de concept, mais on a des confrères qui sont consultants et qui font des concepts. Donc il y a aussi ça, il y a le fait de faire des concepts éventuellement. Alors, ce sont plutôt des concepts de restauration rapide la plupart du temps, ou de services autonomes. Enfin, il y a des choses qui se font. Mais quand on regarde l'innovation en restauration, elle n'est pas si présente que ça, elle n'est pas non plus exponentielle. On ne trouve pas des idées tous les jours pour faire évoluer la restauration, parce que finalement le besoin initial c'est quand même un aliment qu'on veut manger et de qualité. Donc on travaille sur d'autres sujets. C'est qu'aujourd'hui ce qui a beaucoup changé, c'est je veux des produits de qualité, donc je veux les préparer correctement, je veux de la variété, et puis je veux qu'ils soient bien conservés pour que du point de vue de la sécurité, hygiène alimentaire, qu'on n'ait pas de risque à manger, quoi. Le risque sanitaire, c'est un truc dont tout le monde parle. Bon, voilà. Mais faut savoir quand même, ça c'est un truc intéressant, et ça c'est parce que j'ai échangé avec mes confrères européens. Partout dans le monde, la première question sur la restauration, c'est la santé. C'est-à-dire qu'en gros, quand on veut manger, il faut que ça soit, faut pas qu'on soit malade en mangeant, quoi. C'est un sujet dans le monde entier, sauf en France. En France, la restauration, c'est je me fais plaisir. C'est
première chose. Après, la santé. Donc aujourd'hui, effectivement, la notion de plaisir est toujours très très présente en France sur la restauration. Et donc finalement, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de la qualité, des choses bonnes à manger, bien préparées et autres. Et pour ça, il n'y a que le produit, le cuisinier, des produits et des hommes. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le matériel, c'est accessoire finalement. Il y avait devant. C'est bien Marion, qui est chef. Comment voyez-vous le métier certaines évolutions? Donc ça revient un peu à la question de là-haut. Là, mais quelque part, ça dépend de l'évolution. Mais effectivement, moi je pense que alors c'est vrai que je vais faire quand même le distinguo entre le métier de consultant et puis le métier de l'ingénierie, quoi. Sur le métier de l'ingénierie, effectivement, à part l'évolution sur la manière de dessiner les choses, voilà, passer avec du Revit en 3D, etc., enfin, de l'information qui est directement présente sur les plans techniques et qui permettent ensuite de faire du suivi d'exploitation, enfin, les choses qui évoluent techniquement. Voilà, après, on concevra toujours les cuisines de la même manière, enfin, ça va pas se concevoir tout seul, ça, c'est certain. Donc là, le métier, c'est l'expérience qui compte, c'est effectivement, pour bien concevoir une cuisine, il faut en visiter beaucoup, et il faut en faire beaucoup, quoi. Et après, ça roule tout seul. Sur le métier du conseil, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que il faut être multicarte. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'intéresser à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester focalisé sur la restauration. Il ne faut pas lire que des journaux de restauration. Il faut pas lire que, il faut vraiment s'ouvrir et écouter ce qui se fait, même ailleurs, dans le bâtiment, peut-être, dans le bâtiment à l'architecture, peut-être dans d'autres milieux, voilà, peut-être dans l'industrie. Il y a peut-être des choses effectivement qui sont à prendre de l'industrie qui peuvent être adaptables. Donc je pense qu'effectivement c'est ça. Dans le conseil, c'est vraiment être ouvert, quoi, et pas du tout, et pas se centrer sur uniquement le matériel, la conception, etc. Et vraiment être ouvert et s'ouvrir le champ des possibles, en fait. Donc je pense que c'était déjà le cas de ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais je pense que demain, il y a encore plus d'informations qui viennent partout. Et donc c'est vraiment ça, c'est chercher à vous ouvrir l'esprit de manière à ce que vous soyez apte à répondre à beaucoup de questions, en fait, du client. Parce que le client a de plus en plus de questions, de plus en plus pointues et sur plein d'autres sujets que la restauration. En fait. Ouais. J'ai une question. On parle beaucoup en ce moment de recyclage, de respect de l'environnement. Est-ce que vous voyez dans les cahiers des charges qui font dans les appels cette notion de demande, voilà, dans le projet que vous allez avoir à réaliser, attention, il faut que ça soit responsable, que lorsqu'on va décider la cuisine, on peut se recycler. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est fort ou pas plus que ça? Ah oui, si, bien sûr, oui. Oui. Ah, ça, mais ça fait dire un moment, en fait, réellement. Hein. Je pense que déjà depuis plus de 10 ans, l'aspect donc haute qualité environnementale des bâtiments est venu dans nos cahiers des charges. Déjà parce que réglementairement, il y a une obligation, donc voilà, et on en parle forcément. Et puis aussi parce que nos maîtres d'ouvrage, ils ont cette volonté aussi d'aller vers des bâtiments éco-responsables, voilà. Donc aujourd'hui, bien sûr, tous nos cahiers des charges, tous nos programmes amont et voire nos cahiers des charges aval quand on fait des projets intègrent des notions environnementales. Et d'ailleurs, par exemple, quand on parlait de concours tout à l'heure, dans les concours d'architectes, effectivement, on demande à ce qu'il y ait une qualification environnementale du bâtiment spécifique pour travailler sur l'isolation du bâtiment, sur la récupération des eaux de pluie, je sais pas, les énergies renouvelables sur le bâtiment. La cuisine. Alors après, c'est aussi dû des fois politique locale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de grandes villes en France qui sont passées vertes, sont devenues vertes, et donc elles ont toutes des volontés forcément appuyées de politique écologique. Donc à Tours en particulier, à Tours, effectivement, on a appuyé sur cet aspect-là pour que les architectes sur ce projet fassent un effort particulier sur la qualité environnementale du bâtiment, qui peut aller jusqu'à préciser le bilan carbone de la construction et effectivement derrière donc la valorisation des équipements, ce genre de choses. Voilà, bon, il y a plein il y a plein de sujets sur l'environnement dans les cuisines, bien sûr. Et sur les tendances du Made in France, c'est-à-dire que si le Made in France était capable de tout faire, pourquoi pas, mais aujourd'hui, essayer de trouver une machine à glaçons française, je ne trouverais pas. Donc voilà, et puis bon, après, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur des marchés publics, et dans les marchés publics, effectivement, la notion d'imposer le français, on n'est pas autorisé à le faire, surtout au niveau européen. Donc c'est vrai que le Made in France, non. Bon, après, on arrive, enfin, il y a quand même beaucoup de fabricants français qui répondent à nos appels d'offres, donc on a du français, mais on ne l'impose pas.
allergènes. C'est vrai que c'est un sujet, hein, les allergies des enfants. C'est vrai que quand j'ai commencé dans ce métier-là, personne ne parlait de ça. En fait, on se posait pas la question. Aujourd'hui, quand moi je visite un restaurant scolaire, en général, il y a toujours au moins une dizaine de gamins qui ont leur nom ou leur photo sur la porte parce qu'ils sont allergiques à quelque chose. Donc c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que le traitement de ça est très particulier dans les cuisines parce qu'effectivement, ça dépend aussi des politiques des communes ou des sites d'ailleurs. C'est oui, je le traite ou non, je le traite pas en fait réellement. Donc effectivement, il y en a qui disent moi je le traite pas, c'est les parents ils se débrouillent avec ça et comme ça au moins ils prennent pas de risque. Puis il y a ceux qui osent le traiter et qui prennent le risque en le traitant, quoi. Et donc c'est un vrai sujet. La manière dont c'est traité, souvent, c'est parce qu'on a une petite cuisine dans la cuisine qui va traiter les allergies spécifiquement. Mais par contre, ils iront jamais sur des allergies fortes. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un enfant qui supporte pas, je sais pas, le métal, enfin le contact métal, donc il peut pas manger un truc qui a été cuisiné dans une poêle à enfer. Ils feront jamais ça parce que le risque est trop élevé en fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la plupart du temps, on traite les allergies simples, ce qu'on appelle les allergies simples, c'est-à-dire j'aime pas les kiwis, donc tu auras une pomme, ou j'aime pas le poisson, tu auras autre chose. Mais les allergies complexes, en tout cas, personne ne le fait, et on confie ça à des professionnels en fait. Donc il y a des cuisines qui sont spécialisées dans les repas sans allergènes en fait. Est-ce que j'ai fait une cuisine comme ça? Non, pas vraiment en fait. Réellement, voilà. Dans le seul truc que j'ai fait particulier, c'est de faire une cuisine avec des produits stériles en hospitalier. Donc voilà, c'est comment on stérilise des produits en hospitalier. Donc ils stérilisaient même les biscottes. Bon, bah, enfin, mais quelque part c'est pas très compliqué en soi. Il suffit d'avoir des autoclaves et puis on fait de la stérilisation. Mais par contre, des cuisines spécialisées sans allergie, enfin, les risques allergiques, jamais fait ça, non. Ouais. Mais peut-être que ça existe peut-être. Hein. Enfin, si ça existe forcément parce qu'il y a des gens qui le font. Mais c'est plutôt des privés qui font ça. Ouais. Spécialisation. C'est comme un peu faire des produits mixés, des choses pour les Alzheimer, ce qu'on appelle le manger main, enfin des produits qui sont faciles à prendre et à manger comme ça. C'est souvent des agroalimentaires en fait. C'est rarement fait dans les sites de cuisine. Oui, je vous en prie. Ça vous est arrivé dans votre carrière de travailler pour des grands chefs de cuisine, de travailler pour des grands hôtels, vous avez beaucoup parlé de tout ce qui est hôpital, ouais. Alors c'est que moi, je suis arrivé chez Alma Consulting en 2008. Et effectivement, Alma Consulting était déjà ciblé très restauration collective en fait à l'époque. Effectivement, on a gardé ça. Après, il y a Sandrine Grosse là qui nous a rejoint il y a 6 ans maintenant et qui elle faisait plutôt de la restauration commerciale. Donc elle nous ouvrait un peu la porte de la restauration commerciale. Donc on a travaillé effectivement par exemple pour la Compagnie des Alpes. On a travaillé pour la restauration dans des parcs à thème, par exemple ce genre de choses. Et puis dans l'hôtellerie, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec Mama Shelter ou avec le Novotel. Par contre, travailler avec des grands chefs, non. Alors j'ai des confrères qui ont travaillé avec des grands chefs. Nous, on n'a jamais eu vraiment l'occasion. C'est vrai que là, sans doute travailler avec un grand chef, c'est un point un peu particulier. Il faut trouver le point d'entrée, comment ça fonctionne. C'est vrai que la plupart du temps, les restaurants gastro, ils travaillent plutôt avec des installateurs de cuisine directement et pas forcément avec des bureaux d'études. Donc il faut tomber peut-être sur quelqu'un qui a un projet, qui veut prendre un architecte et qui demande une spécialisation, enfin quelqu'un à un bureau d'études. Bon, après, il y a un bureau d'études en France qui s'appelle CSC, qui est à Nice, qui est spécialisé dans l'hôtellerie haut de gamme, enfin, voilà, donc, qui fait globalement tous les trucs, qui fait le Ritz, le Crillon, enfin tous les grands hôtels qui ont été refaits, il a travaillé dessus. Donc quelque part, il phagocyte le marché. Mais donc voilà, après, nous, on a un projet prestigieux, je suis pas trop censé en parler, mais on va dire au plus haut sommet de l'État. Et donc voilà, quelque part, on travaille avec un MOF sur ce sujet-là. Donc on travaille aussi avec des chefs qui sont peut-être moins connus, même moins médiatisés, mais qui ont aussi des exigences en fait. Ouais. Ouais. Mais nous, on aime bien dire qu'on travaille depuis la crèche jusqu'à la maison de retraite et dans tous les types de restauration qu'on peut trouver entre les deux. Et on est ouvert à tout. De toute façon, globalement, quand on sait
concevoir une cuisine, et avec l'expérience aussi, peut-être école hôtelière, chez Alma, comme il y en a 4 qui ont fait l'école hôtelière sur 5, enfin, pardon, 5 sur 6, on est, quelque part, on sait de quoi on parle, et donc on est capable, effectivement, de faire un projet de restauration hôtelier, commercial, collectivité, parce qu'on sait de quoi on parle, en fait. Ça, c'est essentiel. Thomas. J'ai pas entendu. Ah, moi, c'est la partie conseil amont. C'est-à-dire que moi, je ne m'éclate jamais autant que quand on me donne un challenge très particulier, comme il y a 5 cuisines, il n'en faut plus qu'une. Ou voilà. Donc ça, parce que il y a une vraie réflexion déjà d'aller voir comment ça se passe, et ensuite de réfléchir de comment on peut optimiser les choses, à la fois techniquement, fonctionnellement, dans l'organisation, la partie RH, et qu'est-ce que ça donne en cours. Voilà. Donc l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, là, de ceux qui voulaient faire des cuisines dans leur, voilà, c'est assez à côté de Nîmes, là. C'est une communauté de communes. On a fait l'étude de savoir, donc réintégrer des cuisines dans les offices, réintégrer des préparations froides, faire donc une cuisine centrale, 2 cuisines centrales, mettre des self-service partout. Voilà, donc c'est plein de challenges comme ça, de petits challenges. Et je trouve que ça c'est bien parce que il y a une vraie réflexion. Enfin, c'est-à-dire que là on peut réfléchir. Voilà. C'est à la fois pratique, c'est-à-dire qu'effectivement il faut que ça fonctionne, mais aussi c'est avoir cette vue globale des choses en fait. Et donc ça, je pense, moi j'aime bien prendre de la hauteur sur les projets. Ça c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement dans ces projets de restauration, quand on est dans le conseil, il faut prendre de la hauteur. Quand on est dans l'ingénierie, on peut se permettre d'être plus proche et donc plus terrain et donc effectivement dans la technique, mais prendre de la hauteur et avoir une vision globale des choses, ça je trouve que c'est super intéressant. Donc voilà, c'est ça le conseil. Oui. Sur des projets, sur des oui. Pour indiquer ce que vous faites sur la ligne de distribution, des phases et tout ça, est-ce que vous continuez à faire le bac ou vous faites que Ça c'est Covid plus ou Covid moins, c'est ça. Donc, non, pour l'instant, nous, on n'a pas changé nos habitudes. Après, effectivement, là, on a eu, je sais plus quoi, avant-hier, un client qui nous dit, ah ouais, mais on a un salade bar, mais en fait, nous, on met des assiettes dedans. Je dis, bah, mettez pas un salade bar, à ce moment-là, mettez autre chose. Voilà, il faut être logique. Si on met un salade bar, on met du collectif. Si on veut de l'assiette, on met une vitrine. Mais ça, c'est un choix fonctionnel à décider, quoi, en fait. Donc, c'est soit le client qui dit, moi, je préfère faire de l'assiette ou du vrac, ou alors nous on va leur conseiller de faire du vrac ou de l'assiette. Voilà, par exemple sur le Crous de Nancy, ils étaient en assiette sur plein de choses, on les a fait, ça fait déjà, c'était avant Covid, hein, on les a fait passer avec du vrac et en fait ça va beaucoup plus vite finalement, ça se passe beaucoup mieux le service parce que les étudiants se servent et c'est plutôt efficace. Donc après ça dépend des choix, quoi. Mais nous on n'impose rien, nous on écoute nos clients. Et on va dans leur sens, enfin pas toujours, d'ailleurs des fois on peut dire non, on n'est pas d'accord, et globalement on répond à la demande. Donc on n'a pas d'idée arrêtée, jamais. Et je pense que c'est ce que je disais, quand on veut être ouvert, il ne faut pas avoir d'idée arrêtée. Il ne faut pas dire je conçois, alors je sais que je connais certains confrères qui font de la programmation, dont je ne parlerai pas, qui ont des idées très arrêtées sur certains sujets, mais je pense que ça c'est pas une bonne chose, effectivement, il faut être ouvert. Et donc, pas avoir des idées trop arrêtées. Il faut s'adapter. Essentiel. Merci à vous. Merci.